Vous êtes breton aussi par votre père? Alors je suis brito-vendéen, moi, c'est-à-dire que j'ai cette double culture, vendéen par ma mère qui est du Marais breton, c'est-à-dire de Challans, Saint-Gervais, et par mon père je suis du Bocage, c'est-à-dire des Luxembourg-Boulogne, et de la Chapelle-Basse-Mer, qui est un village du sud de la Loire, juste sur la frontière brito-française, mais du côté breton. Donc je suis breton et j'ai reçu une éducation à la fois bretonne à Saint-Sauveur-de-Redon et vendéenne par ma grand-mère, par ma mère. Vous avez un doctorat en histoire? J'ai 2 doctorats en fait. J'ai un doctorat de 3e cycle et un doctorat d'État. Et c'est pour ça que lorsque la presse me parle de moi en disant que je suis un pseudo-historien, etc., c'est que cette presse ne connaît pas du tout la hiérarchie des diplômes de l'université française. Et en fait, j'étais un des derniers docteurs d'État de France, puisque François Mitterrand, au nom d'une certaine égalité, a supprimé ce diplôme qui paraissait élitiste. Ouais. Alors, docteur Sécher, vous avez été renvoyé de l'université en tant que professeur, c'est assez rare. Les universités françaises ne font pas ça d'habitude. Pour quel motif? C'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire que j'ai été effectivement 2 fois docteur au sein de l'université, mais pour être professeur à l'université, il faut être élu. Et l'université française a mis en place un système qui fait que si on n'est pas dans les courants de pensée, on a peu de chances d'être élu. Et ce double système est basé sur les concours. Et le concours est en fait à double niveau, c'est-à-dire que vous avez l'écrit. À l'écrit, c'est extrêmement difficile de sélectionner la bonne pensée de la mauvaise pensée. Puis après, vous avez l'oral. C'est très très difficile de traverser l'oral lorsque vous pensez autrement. Les universitaires, à l'époque, lorsque j'ai soutenu ma thèse, ont considéré, parce que nous étions à la veille du bicentenaire de la Révolution française, que c'était absolument impossible de m'élire. D'ailleurs, je rappelle toujours que le gouvernement m'a proposé une très grosse somme d'argent pour ne pas soutenir ma thèse et qu'il m'a menacé de sanctions si je la soutenais. Et la sanction n'a pas tardé à venir puisque j'ai dû démissionner de l'éducation nationale. Donc une forte pression à l'époque que je n'ai pas d'ailleurs très bien comprise. Mais on ne peut pas lutter contre la pression. Donc c'est pour ça que je n'ai jamais été enseignant titularisé en France parce que je pensais mal pour nos hommes politiques et pour nos universitaires. Alors venons-en tout de suite au cœur du sujet. Ce que la France appelle la guerre de Vendée, c'est un génocide puisqu'il y a le massacre d'une communauté religieuse, parce que ça peut être religieux ou ethnique. Et pour que ça soit un génocide, il faut que les ordres viennent d'en haut. Et vous avez prouvé, je crois, qu'il y avait des ordres clairs de la Convention, même un livre de Gracchus Babeuf sur la dépopulation, la guerre de Vendée ou le système de dépopulation que vous avez réédité. Donc c'est le génocide vendéen, c'est un génocide par définition. Alors lorsque les événements se sont passés en Vendée, il faut bien distinguer 2 grandes périodes. Pour commencer, vous avez la guerre civile, qui n'est pas propre à la Vendée, que nous retrouvons à travers toute la France. Grosso modo, les historiens considèrent à l'heure actuelle que 70% de la France s'est insurgée contre le pouvoir totalitaire de la Convention. C'est vrai en Vendée militaire, c'est vrai en Bretagne, c'est vrai dans le pays normand, c'est vrai dans le Berry, etc. Puis il y a aussi les cités comme Toulon, Lyon, Caen, Marseille, etc. Donc c'est une résistance exprimée diversement
selon les typologies sociologiques des territoires. Certaines, comme par exemple la ville de Lyon, défendent le girondisme, le fédéralisme, etc. La Vendée est un immense territoire et c'est sans doute le plus conséquent de la contre-révolution. Pour une raison tout à fait simple, c'est que vous n'avez pas de tradition insurrectionnelle en Vendée militaire et vous n'avez pas non plus de force de répression parce qu'il n'y a pas de grande ville en Vendée militaire. Ce qui nous oblige à définir ce qu'est le territoire de la Vendée militaire. Le territoire de la Vendée militaire, c'est un territoire immense qui va d'Angers à Paimboeuf, de Paimboeuf au Sable-d'Olonne, de Sable-d'Olonne à Bressuire, Thouars, Niort. Ce territoire, c'est 770 communes, c'est 815 000 habitants. La population française à l'époque est de 28 millions d'habitants. Et ces gens, comme partout en France, vont s'insurger au nom de la liberté, pour défendre la liberté, pour défendre la définition qu'ils ont de la liberté, c'est-à-dire celle d'être, celle de penser, de croire, d'agir, etc. Et ce qu'on appelle pudiquement les guerres de Vendée, en fait, il faut définir deux grandes époques. La première époque, c'est la guerre civile, qui commence en mars 1793 et qui va durer, grosso modo, jusqu'en 1799. Mais à l'intérieur de cette guerre civile, vous avez tout un système d'extermination et d'anéantissement conçu au plus haut niveau de l'État, c'est-à-dire par le comité de salut public, voté, c'est unique dans l'histoire de l'humanité. C'est un système d'extermination et d'anéantissement qui a été voté pour l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que c'est le peuple souverain qui, en conscience partagée, décide d'éliminer une partie de lui-même, non pas pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'il est. Les témoins à l'époque ont été choqués par ça, et vous parliez tout à l'heure de Gracchus Babeuf, qui a cherché désespérément un mot pour classer ce crime contre l'humanité. Comme la monarchie française n'a jamais commis avant ce crime, il n'avait pas de mot, et il va créer ce mot de populicide. Au XXe siècle, lorsque les mêmes événements vont se produire ailleurs, dans les mêmes situations, par exemple la Turquie par rapport à l'Arménie, les témoins oculaires de cette histoire, eux-mêmes, ont cherché un mot. Et ils ne l'ont pas trouvé. Donc ils vont créer des phrases empoulées du type extermination générale, etc., etc. En 1933-35, un avocat juif polonais s'est arrêté pour réfléchir sur les crimes commis par l'URSS. Et lui-même a le même problème. Il n'y a pas de mots pour exprimer cette politique d'extermination. Et il va créer ce néologisme de génocide. En 1945, lorsque la Convention de Nuremberg se réunit et qu'il se pose la question de la condamnation des nazis par la communauté internationale, ils vont retenir ce mot de génocide et ils vont lui donner une définition. Cette définition est importante parce que c'est elle qui permet de définir ce crime. En fait, il y a 3 crimes de génocide. La conception, puis ou la réalisation partielle ou totale de l'extermination d'un groupe humain de type ethnique ou racial ou politique ou religieux. Quand moi je me suis penché sur la question, il a fallu que je trouve un mot. Et donc, bien entendu, j'ai retenu le mot génocide parce que sa définition correspondait parfaitement à ce qui s'était passé en Vendée. Oui. Ce qui est très important à dire, et je tiens à le souligner, c'est que ce n'est qu'en 1985 qu'on a découvert ce crime de génocide. C'est-à-dire jusqu'en 1985, que ce soit les vainqueurs ou les vaincus, tout le monde considérait la Vendée comme une guerre civile.
avec de chaque côté des abominations. En fait, grâce à mon travail au sein de l'université, que j'ai publié sous le titre « Le génocide franco-français, la Vendée-Vengée », j'ai découvert qu'il y avait un système d'extermination et d'anéantissement. À l'époque, j'ai commis une erreur. J'ai limité ce système à la législation, c'est-à-dire aux 3 lois qui ont été votées par la Convention, c'est-à-dire la loi du 1er août 1793, la loi du 1er octobre 1793 et la loi du 7 novembre 1793. C'est archivé? Tout ça c'est archivé, c'est publié au journal officiel. Et en 2011, je vais découvrir l'intégralité du dossier et je vais découvrir que le système d'extermination et d'anéantissement, contrairement à ce que j'avais cru en 1985, n'avait pas duré 3 mois, mais 1 an et demi, et que ce système se décomposait en 4 plans. Le premier plan datant du 26 juillet 1793, le deuxième plan datant du 10-11 novembre 1793 et qui cible exclusivement les Vendéens qui avaient traversé la Loire à l'occasion de la virée de Galerne. Le troisième plan, c'est celui de Thureau le 21 janvier 1794 et un quatrième plan, le 10 mai, 11 mai 1794, qui va durer jusqu'au 2 décembre 1794. Le système d'extermination et d'anéantissement en Vendée a duré non pas 3 mois, mais 16 mois. Très bien. Vous avez inventé le terme de mémoricide. Est-ce que la République boycotte les informations dans l'histoire qu'on enseigne dans les collèges et dans les lycées? Est-ce que ce génocide vendéen, est-ce qu'il est boycotté? Est-ce qu'il est passé sous silence? La Convention de Nuremberg a défini le crime de génocide, mais elle a oublié de travailler sur le futur. Et en fait, j'ai beaucoup réfléchi là-dessus et je me suis posé la question de savoir si l'évolution de l'histoire qui fait que les bourreaux deviennent des victimes et les victimes deviennent des bourreaux était une évolution naturelle ou elle s'ancrait autrement, ailleurs. Et en fait, j'ai beaucoup réfléchi là-dessus et j'ai fait un travail de rétrospective et j'ai découvert que l'acte d'oubli, de manipulation de l'histoire se situe dans l'acte d'extermination lui-même. C'est la fondation de l'acte mémoricidaire, cet acte mémoricidaire qui dure toujours. Ce qui fait que, à l'heure actuelle, la France rend hommage à des criminels de guerre, et je prends toujours quelques exemples. Par exemple, le fondateur du gazage, c'est-à-dire le premier homme politique qui a réfléchi comment exterminer la population adverse, qui s'appelle Fourcroy, qui est un député de la ville de Paris, va énoncer l'idée de gazer ces gens. Et en fait, ils vont faire des essais et cela ne va pas marcher. Vous en avez d'autres aussi qui ont créé les fours crématoires. Je pense par exemple à Hamet, qui est un général suisse qui sert l'armée française. Son nom est sur l'Arc de Triomphe. Mais le grand criminel qui a tout orchestré en Vendée sur le terrain, qui a tout conçu, c'est-à-dire les plans d'extermination, les méthodes, etc., le général Carnot, il a reçu les honneurs de la République et il est panthéonisé, c'est-à-dire qu'il est mis au Panthéon. Et on peut citer comme ça des dizaines de gens qui, alors qu'ils sont des criminels contre l'humanité, qui ont été glorifiés par la France et notamment par la République française. Alors, il y a un film qui vient de sortir avec le titre « Vaincre ou mourir ». Qui raconte l'histoire de Charette de la Contrie, un des leaders de la guerre de Vendée, qui était breton d'ailleurs, né à Couffé, près d'Ancenis, dans le pays nantais. On vous voit au début du film. Vous êtes conseiller historique pour ce film? Alors en fait, ce film a connu une histoire qui est assez surprenante. À l'origine,
ça devait être un docudrame. C'est-à-dire que Nicolas de Villiers, qui est à l'origine de l'idée, et qui est d'ailleurs un des réalisateurs, avait imaginé, à travers sa société Puy du Fou Film, commencer à réaliser un certain nombre de docudrames. Et pour ce faire, ils ont sélectionné une dizaine d'historiens qui, à travers leurs propos, devaient permettre la mise en œuvre sous forme d'animation, de tournage de sites, etc., d'un récit illustré. Les premières images ont été d'une telle qualité que lorsque Nicolas de Villiers est allé voir M. Bolloré, son partenaire, celui-ci lui a demandé de réaliser un film grandeur nature, grand public. Et donc on a basculé dans ce film grandeur nature. Donc ma participation à ce film a été une participation en tant qu'historien scientifique dans le cadre du docudrame. Bien entendu, tous les livres qu'on a pu écrire ont été lus par les réalisateurs. Et donc, ça a donné, en fait, ce film que nous connaissons à l'heure actuelle. Alors, je lis beaucoup de critiques, plus invraisemblables les unes que les autres. C'est un film d'une très grande qualité. Pour commencer, c'est un film français, avec des capitaux français, avec des réalisateurs français et avec une énergie française. Ce film relate effectivement l'histoire du général Charette. Tout ce qui est dit dans le film est vrai. On le présente sous une forme romanesque parce que la vie de cet homme exceptionnel est romanesque. Mais tout ce qui est dit est vrai, y compris son exécution, y compris l'exécution du général Coutu, qui est absolument atroce, parce qu'il avait la garantie de la part de la République que s'il se livrait, il aurait la vie sauve. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient, déclarait Chirac, mais c'est aussi vrai à l'époque. En fait, les républicains de l'époque n'ont aucun sens de l'honneur et n'ont aucun sens de la parole donnée. Donc, ce film est un très bon film, contrairement à ce que disent les critiques. Alors, on pourrait citer les pages d'une bêtise absolue par le torche-cul de Libé. Visiblement, les journalistes critiques n'ont pas vu ce film, ou s'ils l'ont vu, ils sont d'une telle mauvaise foi qu'ils déconsidèrent le monde journalistique et qu'ils déconsidèrent leur journal et bien entendu leurs lecteurs. Ce film est un film qu'il faut voir. C'est l'histoire d'un des plus grands héros de la Révolution française qui a su dire non au totalitarisme d'État énoncé, conçu, mis en œuvre par le Comité de salut public et la Convention. Dans le film, on voit Charette très indépendant. Il ne reconnaît pas apparemment le commandement de l'armée catholique et royale. Il ne fait pas la virée de Galerne. Est-ce qu'il est plus près de la chouannerie bretonne, de Cadoudal, de ces gens-là, que de Stofflet et Bonchamp? Charette est un breton, effectivement, mais c'est avant tout un vendéen. C'est-à-dire que... Sa femme était vendéenne, en fait. Sa femme est vendéenne. C'est-à-dire qu'il réagit comme un vendéen. Charette est un stratège. C'est le meilleur stratège vendéen. C'est un militaire de carrière. C'est un officier de marine. Et il sait qu'il a en face de lui la meilleure armée au monde, aussi bien sur mer que sur terre. Et c'est pour ça que, au début, il est extrêmement hésitant. Il ne cède à la pression populaire. Je rappelle toujours
que c'est une révolte populaire qui s'est faite malgré la noblesse, malgré le clergé. Aucun prêtre ou aucun noble ne s'est mis spontanément à la tête des insurgés. C'est vraiment une révolte populaire et spontanée. Charette a conscience de cela. Comme c'est un stratège, il sait que si les Vendéens, qui sont des paysans pour l'essentiel, quittent leur territoire, ils sont en position de faiblesse. Et l'histoire va lui donner raison. C'est-à-dire que lorsque les 80 000 Vendéens traversent la Loire le 18, 19, 20 octobre 1793, en fait, ils vont à leur mort pour deux raisons. La première, parce qu'ils sont déconnectés de leur territoire, et deuxièmement, parce qu'ils sont en territoire ennemi et que la République va mettre en œuvre tout un système pour les éliminer qui s'appuie à la fois sur les communes et bien entendu sur l'armée française. Je rappelle toujours que c'est l'armée française qui a massacré les Vendéens, ce qui évidemment est un crime absolument abominable parce que ce sont des Français qui ont tué ces gens, non pas, je le répète toujours, non pas pour ce qu'ils ont fait, mais pour ce qu'ils étaient.